Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes philosophe et écrivain. Certains ont dit même ministre des Affaires étrangères bis parfois, puisque sur cette fameuse affaire de la Libye, on vous a vu présent sur le perron de l'Élysée lorsque la France a décidé de s'engager. Pas sur le perron. Pas sur le perron, mais tout près. Et vous y étiez. Vous étiez à des moments clés, on en reparlera, de cet engagement. En tout cas, évidemment, vous êtes un fervent partisan de cet engagement français en Libye, mais aujourd'hui, il y a une vague de scepticisme. Et je citais les journalistes britanniques, ils parlent de nouveau Vietnam et ils commencent à s'inquiéter. Moi, j'ai plusieurs questions de différentes sortes. Est-ce que cette guerre, elle est en train de changer de nature? Est-ce que cette guerre, elle est gagnable? Est-ce que cette guerre, elle est raisonnable? On va commencer d'abord par la nature militaire. Est-ce qu'on est en train de changer de guerre? Le président a reçu aujourd'hui le président du Conseil national de transition, le chef des rebelles. Et en même temps, il a annoncé qu'il y aurait des officiers militaires français sur le terrain qui vont aider certainement à l'efficacité des frappes aériennes. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous préparer à un engagement militaire terrestre? Je ne crois pas. Je crois que les gens fantasment là, depuis 48 heures. En effet, j'avais une petite phrase de moi dans un reportage du Monde qui évoquait ça. Mais vous savez, il s'agit d'officiers de liaison qui, comme leur nom l'indique, servent à faire la liaison entre les informations qui viennent du sol, il y a une colonne de chars ici, il y a un lance-missile là, etc., et les avions de l'OTAN dans le ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Et il n'y aura rien de plus, parce qu'on est en France et en Angleterre très concernés et tout le monde en parle. Et en Grande-Bretagne, ça commence. Est-ce que c'est la première phase d'un développement militaire, d'un déploiement militaire ultérieur? Vous le souhaitez? Je suis encore moins ministre de la Défense qu'Affaires étrangères, donc j'en sais rien. Mais enfin, je sais, comme vous tous, comme tous les citoyens qui nous écoutent, que c'est formellement interdit par la résolution 1973. Le mandat est clair. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'il y a une opération militaire de cette nature. Une opération humanitaire servant à protéger des civils, qui se fait pas après, qui se fait avant, qui se fait même pas avant, qui se fait tout de suite, et qui se fait avec la bénédiction des Nations Unies et de la région, c'est-à-dire de la Ligue arabe. C'est ça l'histoire. C'est la première fois, il n'y a pas d'autre exemple. Oui, en Bosnie, on a attendu 3 ans. Au Rwanda, on a attendu que ça soit fini et qu'il y ait 1 million de morts. Là, on l'a fait juste avant. Voilà. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, ça va très vite. Ouais. Et par exemple, les rebelles de Misrata, les insurgés de Misrata, cette ville qui était martyre, qui commence à vraiment beaucoup souffrir, demandent, je cite, sur des bases humanitaires et islamiques, que quelqu'un vienne faire cesser cette tuerie. Donc voilà, les appels sont là. Ça, c'est l'appel, en effet, des rebelles de Misrata. Bon, à partir de là, il y aura une réponse de la France, de la coalition, qui ne répondront peut-être pas terme pour terme à ce qu'il leur est demandé. Aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre aux Libyens de libérer leur propre pays. Et moi, personnellement, je pense que c'est plus que jamais possible et que c'est ça qui est en train de se passer. Je suis très étonné par ce vent de pessimisme, ce vent dramatique qui est en train de souffler en France et en Angleterre. Comme si on était, en effet, vous avez parlé de nouveau Vietnam. Enfin, attendez, les gens sont franchement pas raisonnables. Il n'y a pas un soldat au sol, il y a quelques officiers de liaison. Oui, mais enfin, on n'avance pas. On a l'impression qu'on s'enlise, on a l'impression qu'on n'avance pas. Ça fait 5 semaines, donc il y a le sentiment, on nous avait peut-être promis, ou en tout cas on avait peut-être mal compris, que ce serait une opération éclair et que Kadhafi cannerait comme les autres. C'est pas le cas. Mais éclair, c'est pas 5 secondes. 5 semanes, attendez, 42 ans de dictature, on n'est même pas à 40 jours encore de cette opération. C'est une opération extraordinairement mesurée. Enfin, moi encore une fois, je vous dis, je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit. J'étais sur le terrain. J'ai vu les avions alliés. J'ai vu la façon dont le guidage du sol se faisait. C'est une opération prudente, mesurée, où tout est fait pour éviter, évidemment, les victimes civiles. Il y a des bavures quand même. Il y en a très peu, extrêmement peu. Attendez, par rapport à d'autres précédents, que ce soit l'Irak, que ce soit même encore avant, le nombre de victimes civiles que les aviations alliées ont faites en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je préfère même pas y penser. Donc voilà, donc ça prend du temps. Faire une opération de défense des civils aussi bien pensée, aussi mesurée, aussi prudente, c'est vrai que ça prend du temps. Donc c'est une guerre gagnable. Bien entendu, c'est une guerre gagnable. Bien sûr, c'est une guerre gagnable parce que... Sans déploiement de troupes au sol. Mais j'en suis convaincu. Je vois les gens... Enfin, c'est vrai que c'est difficile de voir les choses depuis Paris, bien sûr. Mais quand vous êtes là-bas, vous voyez bien...
c'est une guerre du désert, c'est une guerre où n'importe quel char ou n'importe quelle colonne de chars, à plus forte raison, qui pointe son nez, se fait bombarder dans la minute qui suit. Donc Kadhafi est bloqué, Kadhafi est bunkérisé, Kadhafi il va finir comme Gbagbo. Alors ça prendra un peu plus de temps que Gbagbo, mais il est en train de se Gbagboiser. Alors, c'est un gros bunker, hein, c'est un bunker à la taille de Tripoli et à la taille de quelques autres villes. Mais c'est ça la logique. Il est enfermé dans son bunker avec ses chars dont il ne peut pas se servir. Est-ce que c'est une guerre raisonnable? Je veux dire, vous parlez d'anti-guerre d'Irak. Vous dites c'est une anti-guerre de Bosnie, c'est une anti-guerre du Rwanda, mais vous dites pas c'est une anti-guerre d'Afghanistan ou c'est même une anti-guerre finalement dans laquelle on arme des gens, on aide des gens, en tout cas on ne les arme pas encore, mais on aide des gens qui peuvent se retourner contre nous après. Puisque ça, c'est la grande inquiétude. Qui sont ces rebelles? Qui sont-ils? On a des études, alors il y a un certain nombre de spécialistes militaires, alors je vous les cite, hein, ancien ambassadeur de France, Denis Bochart, qui dit qu'il y a quand même l'influence des frères musulmans dans la région, dans l'Est, dans la région de Benghazi. Il y a un commandant des forces alliées en Europe américain qui décèle dans les rangs des rebelles libyens des gens d'Al-Qaïda, du Hezbollah. Jacques Attali, dans l'Express aujourd'hui, dit quand on donne des armes à des groupes militaires peut-être incertains, un jour, ces armes, elles se retournent contre nous, elles sont dans la nature. Un jour, elles se retournent, un jour, elles peuvent peut-être. C'est ce qui s'est passé en 79 en Afghanistan avec les talibans. Parce qu'on l'avait fait sans discernement. 79, là j'en étais témoin, 80-81, il y avait des groupes fondamentalistes et des groupes démocrates. Il y avait Gulbuddin Hekmatyar d'un côté et le commandant Massoud de l'autre, on ne faisait pas la différence. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je ne voudrais pas trahir encore une fois des secrets militaires, mais je crois qu'on fait très attention à qui on donne les armes. On fait très attention à leur traçabilité. Elle s'appelle revient, les armes en question. On n'envoie pas des... Si on envoie des armes, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Il y a en effet probablement certains pays arabes qui envoient le Qatar, notamment le Qatar, à travers la frontière égyptienne. Ils ne les envoient pas comme ça. Donc je ne crois pas qu'on soit dans un scénario afghan. De surcroît, ces histoires d'Al-Qaïda en Cyrénaïque, alors ça je crois que c'est bidon, je crois que c'est du fantasme. Tout est parti de l'histoire lancée par un journal italien, le journal du patronat italien, Sole 24 Uno, qui parlait, 24 Ore, qui parlait d'un commandant de Derna. Vous savez, à Benghazi, on l'a cherché, ce commandant de Derna. Beaucoup de gens l'ont cherché, on ne l'a pas trouvé. C'est très curieux, ça. On ne l'a pas trouvé. Alors, il existe peut-être, j'en sais rien. Mais Al-Qaïda à Benghazi, c'est faux. Ce sont plutôt des gens modérés. C'est les membres du CNT, vous dites on ne sait pas qui c'est. Moi je sais un peu qui c'est, je les ai interviewés l'un après l'autre, les 11. J'ai leur biographie. C'est des anciens juges, c'est des anciens avocats, c'est des anciens prisonniers politiques qui ont passé 10-15 ans dans les prisons de Kadhafi. Et franchement, je crois avoir l'oreille assez fine sur ce dossier-là. Je n'ai pas senti la mauvaise vibration de l'islamisme radical ou terroriste. Je n'ai jamais senti ça. Alors il y en a sûrement, mais je peux vous dire un truc, c'est que si on ne faisait rien, ou si on donnait des faux espoirs, alors là, il y en aurait sans doute beaucoup plus, hein, naturellement. C'est le même raisonnement que celui que je faisais en face de vous sur une autre chaîne à l'époque de la Bosnie. Voilà, je vous dis, il y aura peut-être un jour des islamistes radicaux, mais il y en aura beaucoup plus et infiniment plus si on n'intervient pas et si on pousse ces régions, ce pays au désespoir. Vous étiez à l'Élysée le 13 avril dernier lors d'une rencontre qui a été tenue secrète mais qui a été révélée hier par le Nouvel Observateur notamment, avec le chef militaire du Conseil national des résistants libyens à l'Élysée, donc général Younes, c'est ça, que vous aviez rencontré en Libye et qui a rencontré donc Nicolas Sarkozy. Oui, j'étais là, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, c'est moi qui l'ai amené. Donc en effet, j'étais là, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, le président de la République, moi je vous dis ce que j'ai entendu, après je ne sais pas, mais le président de la République française a écouté le témoignage bouleversant, pas seulement du général Younes, il y avait là le patron de la jeunesse civile insurgée, qui était sorti aussi avec moi de Benghazi pour la même rencontre, qui lui ont raconté le martyre de Misrata, qui lui ont raconté comment on tirait sur les hôpitaux, qui lui ont raconté comment on tirait avec des armes non conventionnelles, des armes interdites, ainsi de suite. Voilà, ils ont raconté ça. Le président, c'était tard, il était minuit moins le quart, il a pris le temps d'écouter. Voilà. Alors, vous, l'ancien soutien de Ségolène Royal, qui était sur notre plateau hier, vous, l'homme de gauche engagé, on vous sent très, très, très sarkozyste ces derniers temps. Écoutez, moi, ma position est très claire. Je souhaite que Sarkozy gagne en Libye
et je souhaite qu'il perde en 2012. Vous lui dites ça? Bah, il le sait, bien sûr, je lui dis. Enfin, en tout cas, si je lui ai pas dit assez là. clairement, il l'entend ce soir. Je souhaite qu'il gagne en Libye, je souhaite qu'il perde en 2012. Il n'y a pas de mystère. Je n'ai pas changé. J'ai voté, j'ai appelé à voter Ségolène Royal il y a 4 ans. J'appellerai à voter de nouveau pour le candidat. On ne va même pas entrer là-dedans. Pour Strauss-Kahn ou un autre. Et donc la défaite du président actuel. En revanche, sur cette histoire-là, qu'est-ce que je vous dis? Il y a même eu un moment où j'étais fier d'être français. Je trouve ça beau quand même. Il n'y a pas que lui. Lui, l'état-major militaire, le ministre des Affaires étrangères. Et ça s'est dissipé, le malentendu avec Alain Juppé qui apprend dans les couloirs de Bruxelles ça, c'est leurs affaires. Ça, c'est pas les miennes. Moi, je dis que... Mais vous en êtes expliqué avec Alain Juppé ou pas? J'ai pas à m'expliquer. Moi, je suis personne. Je suis un écrivain libre et un électron libre. Personne ne croira que vous n'êtes personne. Non, mais en tout cas, j'ai pas de rôle officiel. Donc, pour moi... on n'est pas dans l'électoralisme, là. On verra les élections. Il sera temps. Aujourd'hui, j'étais fier d'être français quand j'ai vu que mon pays prenait la tête, pas de cette guerre contre la guerre déclarée par Kadhafi à son peuple. J'ai une dernière question. Oui. En fait, j'en ai deux très rapidement. Est-ce que Kadhafi doit mourir ou Kadhafi, on doit lui trouver une porte de sortie? Attendez, j'espère d'abord... Rapidement, à votre avis. Porte de sortie, évidemment, le moins de morts possible et que ça dure le moins longtemps possible. Non, dignité, non. La dignité est perdue et la porte de sortie honorable, non, car il n'a plus d'honneur. Mais porte de sortie, qu'il arrête le carnage, qu'il arrête de faire donner ses chars sur Misrata, ça, mais de toute urgence. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Avoir des traités de paix qui dépendent des caprices d'un dictateur, c'est pas sain. C'est pas bon. Le dictateur s'en va, le traité tombe à l'eau. Il est très important que tout ça soit endossé par des peuples... Est-ce que ce sera le cas? Les sociétés peuvent être traversées par des courants contradictoires. Elles pourront aussi avoir quelques penchants encore plus anti-israéliens. Oui. Eh bien, je pense qu'en Libye, c'est pas ce qui se passera. Par exemple, évidemment qu'il y a... la Libye ne sort pas indemne de ses 42 ans sous la dictature d'un type qui était le grand financier du terrorisme international pendant très longtemps. Donc, bien sûr que ça laisse des marques. Et je ne vais pas vous dire que la Libye est un paradis de démocratie aujourd'hui. Mais je crois, je vais vous surprendre, mais je pense que c'est le mouvement inverse, le mouvement vers la démocratisation, l'ouverture à l'autre et l'ouverture à l'Ouest est un mouvement qui s'accélère tous les jours. En tout cas, moi je vois ça. J'ai passé 2 séjours dans cette région, à Ajdabiya, à Benghazi, et je sens cela, bien sûr, oui. Et dire l'inverse. Alors je comprends qu'on soit anxieux, bien sûr. Il s'agit parliez de soutien fervent. Je suis un soutien fervent, enfin un soutien engagé en tout cas, engagé, bien sûr. Mais naturellement anxieux, inquiet, perplexe. Et c'est d'ailleurs ce que les démocrates de Benghazi attendent de nous, les observateurs étrangers, qu'on soit enthousiastes et perplexes, qu'on soit engagés et anxieux et qu'on leur pose les bonnes questions. Merci Bernard-Henri Lévy d'être venu Merci. sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. On va parler économie après le journal de Diane Gouffran. Restez avec nous.